Et ben bonjour les fans de Raymond Machereau. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est le musée de la Chartreuse à Molsheim. Et comment on s'est retrouvé ici? L'exposition Machereau est venue s'installer ici quelques jours. Et bien grâce à quelques personnes qui nous ont invités ici en Alsace pour que Machereau soit exposé sur ses murs et à l'occasion d'un festival BD. Alors comment ça se fait? Comment on s'est rencontrés, messieurs? Franck, je pense que c'est toi qui dois initier un peu le récit de Ouais, tout ça. tout à fait Antoine. Alors le hasard a fait que en surfant sur la toile, j'ai vu qu'Antoine avait fait quelques vidéos, donc j'ai consulté, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai regardé l'intégralité des vidéos et je me suis dit, bah tiens, dans le cadre du festival de Molsheim, elle aurait tout à fait sa place. Donc tout de suite j'en ai parlé à Claude et Claude m'a dit oui tout de suite. Claude qui est le président du festival de BD de Molsheim, tout de suite était partant et c'était parti. On a invité Antoine, Antoine est venu, voilà. Tout s'est fait naturellement. Toute cette nouvelle aventure Machereau a démarré en décembre 2024. Franck m'a contacté me demandant si l'exposition Machereau pouvait avoir ses chances de venir lors d'un festival BD. En effet, Franck préparait avec Claude le deuxième salon de la bande dessinée et de l'illustration de Molsheim. Pour l'occasion, ils auraient voulu mettre en valeur un auteur patrimonial, et tous les deux étant amateurs du travail de Machereau, ils étaient très excités par l'idée d'accueillir l'exposition. De mon côté, ça a été tout de suite un très grand oui. Vous saviez qu'à Verviers, nous avions utilisé des facsimilés et qu'il était donc tout à fait possible de réutiliser et la scénographie et toutes les pièces que nous avions imprimées pour l'occasion. D'ailleurs, il est toujours possible et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux endroits pour accueillir l'exposition Machereau, même si à chaque fois, l'exposition s'enrichit, s'agrandit et la scénographie évolue quelque peu. Comme une exposition sur 2 jours me semblait un petit peu court, on s'est tout de suite mis d'accord avec Claude, Franck et Grégory Oswald, le conservateur du musée de la Chartreuse, sur une avant-première de l'exposition dans le merveilleux cloître du musée de la Chartreuse. Ensuite, l'exposition serait présentée au festival, aux côtés de Jean-Louis Mourier, Philippe Mater, Nicolas Keramédas, Laurent Hirn, Romain Rousseau-Perrin, Olivier Taduc, Olivier Wenberg, Franck Margerin, Michel Rodrigue et HD. Cette vidéo se découpera donc en plusieurs parties. Je vais tout d'abord vous montrer la version de l'exposition présentée au musée de la Chartreuse, puis nous entendrons respectivement Michel Rodrigue et HD qui viendront parler de leur passion et de leur intérêt pour l'œuvre de Raymond Machereau. Et enfin, vous pourrez bénéficier de la captation live de la dernière visite guidée de l'exposition présentée durant le festival. Voilà le programme copieux qui vous attend. Retournons à la vidéo. Oui, moi je voudrais surtout remercier Antoine pour le... Bon, Franck déjà, de m'avoir proposé cette exposition, parce que sans Franck, je te connais, je t'aurais pas connu. On ne se serait pas rencontrés. Et Antoine, tu as fait un boulot extraordinaire sur Raymond Machereau, en termes de recherche d'origine exceptionnelle, un super boulot, cette expo est magnifique. Et en plus, je l'adore parce que Raymond Machereau, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer déjà. Toi, tu l'as rencontré, c'est vrai. Voilà, et franchement, quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui tout de suite, oui, c'est évident. Quoi. Et ça nous permettra aussi de faire découvrir à des plus jeunes un auteur qui est malheureusement un petit peu resté dans l'ombre. Oui. Tout à fait. Ouais. Bah écoutez, merci à tous les deux. Merci de nous accueillir aussi à Molsheim parce merci que à toi. C'est un très très bel espace. On va aller voir. Donc l'exposition, il y a eu 2 temps. Il y a le musée de la Chartreuse qu'on va aller regarder là avant de démonter, et on va remonter tout ça à la salle de la Monnaie, puisque la salle de la Monnaie c'est l'endroit où il y aura tous les auteurs en dédicace ce week-end. Donc voilà, je propose qu'on a fait un petit tour avant qu'on se remette au boulot. Et puis bah encore merci de nous accueillir et puis d'avoir pris le temps de passer devant cette petite caméra. Voilà. Merci Antoine. Bon alors, je vais vous emmener voir l'exposition au musée de la Chartreuse. Alors il ne sera pas question de faire une visite virtuelle comme on avait fait à Verviers parce que vous connaissez déjà le parcours, vous connaissez déjà les pièces, etc. C'est plus pour moi de garder une petite trace et vous montrer surtout le lieu magnifique dans lequel l'exposition a été accueillie. Puisqu'ici nous sommes au musée de la Chartreuse, donc ancien cloître. On a travaillé un petit peu sur une sélection de pièces qui était plus en lien avec la sérénité, le rapport monacal du travail de dessinateur de BD. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Vous voyez, on a voulu commencer avec le Chevalier Blanc. On ouvre l'exposition du coup sur les 2 belles vitrines avec toujours beaucoup de parabédés. Alors il y en a certains qui vous reconnaissez peut-être de la veille. Il y a des nouvelles choses, il y a les boîtes chlorophylle. Un petit mot sur cette ex-libris qui a été réalisée du coup coloriée par Claude et Laurent Cagna qui a réalisé du coup le dessin, qui est un bel hommage à Raymond Machereau. Ici sur le panneau central, on a refait une sorte de galerie des personnages pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Machereau, qui voulaient le découvrir. Notre belle affiche sur l'occasion.
présente Sibylline et Taboum qui vont découvrir le cloître et donc l'exposition. Du coup, notre deuxième vitrine qui porte beaucoup plus sur les versions internationales, sur les dédicaces. Enfin, il y a plein de petites belles choses à découvrir. Et vous la reconnaissez peut-être, la table à dessin qui était aussi visible à Verviers et qui donc ouvre cette exposition Machereau. La possibilité de feuilleter certains documents, de découvrir des choses, des croquis, découvrir des lettres. Ça fait partie des nouveaux documents. Vous allez voir, on a des nouvelles choses dans cette exposition parce qu'on a redécouvert certaines choses. Alors on va voir si maintenant que le bout du spectacle commence. Donc voilà le cloître. Donc le cloître est constitué de travées. Et comme là on est avant les grilles, avant le début du parcours, on s'est dit bon bah évidemment il faut qu'on fasse quelque chose sur les débuts de Raymond Machereau. Là on a été très surpris avec Franck et Claude quand on a installé l'exposition, c'est à quel point le cloître sied à la bande dessinée et à quel point c'est un bel endroit pour exposer des planches. En l'occurrence des facsimilés, nous n'avons ici que des facsimilés. Peut-être qu'à la monnaie on aura des originaux, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Alors ici nous avons la première travée concernant chlorophylle. Alors la différence avec Verviers, c'est que Verviers avait un parcours thématique et pour les étapes en Alsace, on a privilégié un parcours chronologique. Donc voilà, certaines planches n'étaient pas insérées dans le parcours et l'idée pour nous, le challenge, c'était aussi un peu de renouveler l'exposition à toutes les étapes, de sorte à ce que les visiteurs ne découvrent pas exactement la même chose à chaque fois, puis même pour nous, c'était plus intéressant de refaire un petit peu les choses. Donc là, c'est la partie sur le moment où chlorophylle fredouille. Donc, voilà. Et là, c'est la dernière partie de chlorophylle. Donc, le début des années 60 et jusqu'au dernier épisode dessiné par Raymond Machereau. Alors, cette petite trappe qu'on a voulu consacrer au personnage de Clifton, c'était difficile de choisir juste 4 planches, ça fait partie des choix un peu cruels de cette exposition. Alors, il faut savoir que les auteurs de BD qui sont là à l'occasion du festival sont assez fanats de Chaminou et le Crompire, donc du coup, on a prévu une belle section et on a réimprimé à l'occasion des nouvelles choses concernant Chaminou. Je pense notamment à cette planche, la planche fameuse de Chaminou, là où il est confronté au requin. Ici on a les débuts de Sibylline, comme vous les reconnaissez, avec les 3 premiers albums. Et du coup on a inséré aussi les inédits dans le parcours. Donc là c'est la fameuse version où il y a 3 versions différentes d'une seule et même demi-blanc. Donc le début de la période fantastique avec Elixir, c'est là qu'on mesure, encore une fois, c'est l'avantage des expositions, c'est de mesurer à quel point les dimensions des originaux varient, comme ça d'une histoire à l'autre. Et on a fait, voilà, du coup, quand je vous disais quelques bonus, on a décidé de mettre le Perlao, le Mériton et cette magnifique planche où il y a un inédit et plein de croquis en toute fin d'exposition, comme des sortes de découverte pour aller un petit peu plus loin. Et alors on va vous montrer du coup maintenant, il y a une deuxième aile qui est consacrée à l'exposition Machereau, donc là on a fait la chronologie, et là on va se consacrer aux couvertures, à la mise en couleur, à plein de choses très intéressantes. Et là vous allez avoir des pièces que vous connaissez, des pièces que vous ne connaissez pas, puisque, bon bah, c'est assez génial, on a retrouvé l'original de la planche de chlorophylle contre les rats noirs. Donc bah, c'est l'occasion de la présenter. En fait, on a retrouvé beaucoup de couvertures et surtout, on a retrouvé beaucoup de bleus qui accompagnent les couvertures. Donc là, par exemple, c'est la couverture des enquêtes du colonel Clifton. Et on a le bleu et la couverture qui sont présentées. On a encore une nouvelle pièce, la couverture de Chaminou et le Crompire. Ça aussi, on était très contents de pouvoir la récupérer à l'exposition. Et là, on arrive dans toute une série de nouvelles couvertures qu'on a réalisées pour l'occasion. Celle-ci qui est très amusante, qui avait failli être l'affiche de l'exposition à Verviers d'ailleurs. Quand je vous disais qu'on avait les bleus et l'original, bah voilà par exemple le Père Laoul, c'était assez génial de pouvoir les confronter. Une très très belle couverture pour la Revanche d'Anthracite, le journal d'Antin, pareil, édite. Et puis bah, ces 2 dernières originaux vont faire plaisir aux amateurs de voitures, puisque donc on a la Stromboli Chaminou et la MG TD rouge de Clifton. Et là, du coup, 2 bleus supplémentaires, 2 couvertures écologiques de chlorophylle et les conspirateurs et pas de salade de porcelaine. Un petit dessin qui a servi pour la monographie
de Mosquito, où on voit Sibylline et Tabou dans une campagne, c'est un dessin tardif de la dernière période. Et juste à côté, nous avons une maquette, parce que c'est pas la version définitive qui a été publiée, pour Sibylline en danger, une couverture de Spirou. En tout, ce sont 36 facsimilés d'originaux de Raymond Machereau qui viennent rejoindre cette nouvelle étape à Molsheim. Et cela ne correspond qu'à une sélection très drastique de plein de scans que vous nous avez fait parvenir depuis la dernière exposition à Verviers. Nous vous en sommes très reconnaissants. Un grand merci et un grand bravo à tous les collectionneurs, les passionnés qui sont allés numériser des tonnes de choses entre les deux étapes. C'est l'occasion pour moi de vous encourager à poursuivre cette démarche de numérisation du patrimoine de cet auteur. Avec l'accord des collectionneurs, des musées, des fondations, nous réunissons un maximum d'archives, de documents, de scans d'originaux, qui sont des éléments essentiels pour mieux comprendre l'œuvre et peut-être même pour la rééditer. Si jamais vous êtes intéressé par cette démarche, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse. Nous sommes toujours preneurs de pièces supplémentaires dans ce grand puzzle qu'est l'œuvre de Raymond Machereau. Et je peux vous assurer que nous commençons à avoir un aperçu très prometteur de son œuvre. Encore merci à vous, et cette fois-ci, on se retrouve à la salle de la Monnaie en compagnie de Michel Rodrigue. Bonjour Michel Rodrigue. Bonjour Antoine. Ravi de te voir ici au Festival de la bande dessinée et de l'illustration de Molsheim. Tu as un rapport un peu privilégié avec Machereau. Tu as eu à 4 reprises l'occasion de réaliser des Clifton. Donc voilà, comme en plus on a des beaux originaux derrière nous, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. Déjà peut-être pour commencer, c'est quoi les premiers souvenirs? Quand est-ce que tu es tombé sur les premières planches de Raymond Machereau? Raymond Machereau, j'ai découvert Chlorophylle dans le journal de Tintin quand j'étais enfant. Et j'ai tout de suite adhéré parce que étant de la campagne et aimant la nature, forcément je pouvais aimer Chlorophylle et puis son univers. Et c'est vrai que pour un enfant, l'univers de Machereau avec Chlorophylle, avec les petites voitures, les petites maisons, les terriers aménagés, ça fait rêver. C'est un peu comme si on avait la cabane idéale, quoi. Et puis après, j'ai découvert Clifton aussi dans le journal de Tintin, des aventures faites par Machereau. Et puis Azara, Joe Azara, qui a fait Les Lutins Diaboliques, qui pour moi est un des meilleurs épisodes de Clifton. Voilà. Et puis ensuite, ça s'est suivi. Je suis un peu Sibylline, tout ce qu'il a fait. Et quand j'ai eu la chance ensuite de reprendre, on m'a demandé de continuer Clifton. C'était un petit peu un rêve de... Comment ça s'est fait du coup? Parce qu'il y a déjà eu les lutteurs, il y a eu le Groot qui était déjà sur... Il y a eu Bédu avant toi, c'est ça? Voilà. Ouais, j'étais le 5e. Donc Machereau, Azara, Turc de Groot, Bédu, et puis moi derrière. Donc en plus, passer derrière Turc et Bédu et tous ces gens-là et Joe... c'était quand même pas simple, une sacrée gageure. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas laissé Clifton dans les années 50. Oui. Parce que l'image de Blake et Mortimer, par exemple, c'était beaucoup plus approprié. En plus, il y a le personnage de Von Kartoffel, l'espion allemand, tout cet après-guerre. Et puis, il y a cette espèce de côté exotisme british, entre guillemets, que le public adore. Et puis, tout ce qui est design, look... des années 50 qui s'y prêtent beaucoup mieux. Voilà, c'est le seul regret que j'ai eu. Après, c'était un grand plaisir de le faire. Et c'est pour ça que tu as fait un album qui voyage dans le temps, justement. C'est pour avoir cette opportunité de... Exactement, sur Élémentaire, mon cher Clifton, où Clifton se retrouve avec le Dr Watson à rechercher Sherlock Holmes. Et puis, si le clin d'œil, comme c'est un scout, c'est Héron Mellowman, qui rencontre Baden-Powell. Bah oui. Voilà. La boucle est bouclée. Voilà, donc ça c'était assez marrant à faire. Et puis ensuite, sur le dernier, Balade irlandaise, là il y a beaucoup de références aussi, notamment à d'autres auteurs emblématiques du journal, Tintin, comme Tibet par exemple. On va peut-être aller les voir un petit peu les planches. Et, déjà, il y a de très belles planches de Machereau. Oui, il y a des beaux Sibylline aussi, là, ici. Alors, tu me corriges si je dis des bêtises, mais du coup, c'est deux groupes qui faisaient des scénarios, sauf le dernier. Alors, avec Bob, Bob faisait les scénarios, puis je m'en suis mêlé aussi, très rapidement. Donc, sur les deux premiers, on a fait les scénarios ensemble, et sur les deux derniers, j'ai fait les scénarios tout seul. Ah, ok, donc les deux derniers, c'est toi. Voilà. Voilà, notamment le dernier où j'ai fait vraiment tout seul. Sur l'avant-dernier, Bob était déjà bien occupé avec Léonard, ses autres séries. Et donc, il y a
peux superviser, on dira. Qui a eu la décision du coup de te mettre sur Clifton? Parce que du coup, Bob, il en avait déjà fait plein. Alors Bob en avait fait. Toujours ces deux groupes, ceux qui ont fait la majorité des albums. Il était resté ensuite, il a continué avec Bédu, Ouais. et puis Bédu était très pris avec sa série Epsi. Ouais. Et donc, c'est Bob et l'éditeur qui m'ont proposé de continuer. Et je sais que sur le tout premier, Jade, c'est pour ça que sur les audios, vous pouvez voir, le lettrage était recollé. Et en fait, c'est parce que j'ai refait les 20 premières planches entièrement, qui ne me plaisaient pas. Ah oui? Et donc, j'ai juste conservé le lettrage qui était fait par un lettreur qui était Rémi Bordelais. Et donc, comme le lettrage était nickel, on l'a scanné, remis sur les planches originales. Voilà. Donc, mais les 20 premières ont été refaites entièrement, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit bricolage. Et donc du coup, tu as encore ces 20 premières planches du premier Je Jade? sais pas, ouais, doivent regarde, traîner mais quelque part. ouais, non, je crois pas. Quand ça me plaît pas, ça passe à la poubelle. Ça sert à rien de garder. Et puis, de toute façon, je suis jamais content de ce que je fais. Donc, Sur les 4, est-ce qu'il y en a un que tu préfères du coup sur les... j'aime bien l'élémentaire au Clifton, qui est l'histoire du voyage dans le temps, mais j'aime bien aussi le dernier, Balade irlandaise. Ouais, parce que c'est les tiens du coup 100%. Voilà. Et puis en plus, je me suis fait un clin d'œil à moi-même, puisque ça démarre avec Magic Tournoi Destination. Bah oui, on en a une là. Donc, On peut la voir, où Miss Partridge, on ne sait pas trop son origine, du coup, on apprend qu'elle est originaire du Pays de Galles, donc elle part supporter le Pays de Galles. Et puis ensuite, il y a France-Irlande, Angleterre-Irlande, où l'Angleterre prend une pile contre l'Irlande, c'est normal. Bah oui. Du coup, par rapport au personnage, peut-être quelques mots. Du coup, il y a Kartoffel, du coup, qui revient dans... Alors dans le premier, mais pas dans le suivant. Ensuite, dans le deuxième, Lune Noire, là, on a fait partir Clifton, c'était l'idée de Bob, il est parti en Corée, en Corée du Nord, et donc on avait quelqu'un qui nous traduisait tous les panneaux en coréen. Ah oui? Ouais. Donc ça c'était bien, donc on l'a fait un peu à l'ARG avec dans le lotus bleu. Et puis avec le doigt là qui est au-dessus. avec le doigt au-dessus, et puis avec une caricature de, il s'appelait Tony Blair, le Premier ministre anglais. Voilà. Je me disais bien que ce personnage, il est... Et ça démarre, au départ, dans cet album, on fait mourir Clifton, mais en fait c'est une fausse mort. Quoi. Oui, ça fait très James Bond. Du coup, oui, mais c'est complètement ça. Et en fait, l'arrivée de Jade dans le premier album que j'ai fait avec Bob, voilà, je me disais, ce serait bien d'avoir un pendant d'une autre génération. On a Clifton et donc ce personnage de Jade qui, elle aussi, fait partie du MI6. Et c'était aussi un petit clin d'œil à la série Chapeau de cuir. Voilà. Donc on avait le traditionnel Clifton, très british et ça, et puis Jade qui était un peu plus moderne, motard et tout ça. Tara King ou voilà, Mrs. Peel. Exactement. Donc et c'est ce côté assis karaté, oui, espionne. Voilà, c'est ça. De toute façon, il y a forcément des références et des clins d'œil un peu partout. Dans Balade irlandaise, j'ai aussi fait des références à Eve Green, grand illustrateur de pin-up des années 50 américains. Et puis surtout, il y a toute une page qui est l'exacte reproduction de l'escadrille des cigognes de Uderzo et Charlie. Quand Tanguy Laverdure arrive dans la base, avec c'est une Bugatti d'ailleurs, il arrive avec une Bugatti qu'il en plafonne le bureau du colonel, et j'ai repris exactement les mêmes cadrages, et à la fin, mais avec une Bentley, et il dit excusez-moi mon colonel, puisque Clifton est colonel. Donc, voilà. Et donc là c'était aussi un chouette clin d'œil à faire à Uderzo. Bah, puis c'est sûr qu'avec Clifton, on s'amuse à dessiner beaucoup des voitures. C'est un grand plaisir, ça. Ah oui, ça c'est un défi aussi. Oui. Hein, c'est là où je me suis fait plaisir, surtout dans Élémentaire, mon cher Clifton, puisqu'on repart dans les années 1910. Et là, avec un ensemble de voitures anciennes. Avec les voitures anciennes. Moi, j'aime beaucoup ce jeu des époques avec l'agent qu'on retrouve à toutes les époques. Ah bah qui sont toujours là pour emmerder. Bah ça, c'est Strawberry, c'est le personnage avec Miss Partridge sur les personnages, dire les pendants comiques de Clifton, c'est récurrent. Il faut que ça soit récurrent. Avec Clifton, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses très quotidiennes avec des vraies séquences d'action. Je pense que j'aime beaucoup cette planche-là. Où beaucoup de vitesse, où il a 100 plafonds comme ça dans le sous-marin. Enfin, ça doit pas être évident de gérer les deux registres à la fois quelque chose de très... moi j'aime bien les scènes d'action, les scènes de blabla. Quand on faisait deux personnages pendant 2 pages qui discutent, après il faut varier au niveau des cadrages. C'est un peu plus complexe à faire, tandis que les scènes d'action, moi j'aime beaucoup. C'est du cinéma qu'on fait, tout simplement. Mais c'est pour ça que
balade irlandaise, il y a un moment, une scène de tout le monde sont au restaurant avec un des personnages, ils discutent, et puis je ne sais pas trop comment minimer cette page. Et donc j'ai eu l'idée de rajouter le garçon qui est là, qui sert, qui se fait tout un cinéma en écoutant les bribes de conversation, et à la fin qui croit sauver le personnage féminin en croyant que Clifton est un gangster, quoi. Voilà, donc ça permettait de faire un contrepartie comique sur quelque chose qui était, entre guillemets, peut-être un peu ennuyeux à lire parce que c'était pas mal d'explications, etc. Donc, et ça a bien rééquilibré tout l'ensemble. Oui, c'est un travail de dosage. Oui, mais c'est marrant à faire. Bah, du coup, tous ces Clifton, on peut les retrouver dans l'intégrale du Lombard. Numéro 6. Numéro 6, tout est dans un seul volume. Voilà, avec un petit dossier au départ, et avec mon épouse, on est habité en Écosse, et il y a même dans l'intégrale une photo ou deux. C'est à Glasgow, on a pris Clifton Street, puisque Clifton Street je me souviens. à Glasgow, et puis il y a même Clifton Place à Édimbourg aussi, donc c'était marrant de l'avoir aussi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans le dessin de Machereau sur Clifton, c'est ce côté très souple et des choses. Par exemple, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop utilisé, c'est le parapluie carabine. Oui. Et j'ai découvert dans l'exposition que Machereau, je ne connaissais pas, a fait un croquis de l'intérieur du parapluie carabine. Ça, faudrait que j'en récupère une copie. Ah bah je t'en passerai une, il n'y a pas de souci. Ah bah avec plaisir. J'ai vu dans l'exposition des études de Machereau, que ce soit pour Faune Cartophone ou Clifton. C'est vrai que autant Clifton, il avait déjà presque déjà bien en main, autant Faune Cartophone, on voit vraiment les étapes différentes. Une petite actualité, une dernière chose que tu voudrais dire? Voilà, de l'actualité, on a toujours. Je pense notamment à un spectacle, peut-être, des choses Bah oui, comme parce ça. qu'en plus de la bande dessinée, avec mon épouse, on a notre propre compagnie de spectacle, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Crazy Comics Puppets. Voilà, spectacle de marionnettes et comédiens. Deux personnages de bande dessinée. Ce sont des personnages de bande dessinée. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. Donc on balade partout en France et à l'étranger. Voilà, donc il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux. Crazy Comics Puppets. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, et puis merci. Bon festival, du coup. Merci à vous. Merci beaucoup à Michel Rodrigue. Maintenant, nous allons retrouver HD dans l'exposition, qui a pris un petit peu de temps de son week-end bien chargé pour venir nous parler de sa passion pour Machereau et analyser sous nos yeux une planche de chlorophylle. Bonjour HD, bienvenue dans l'exposition Machereau. Je suis ravi de parler un petit peu de Machereau avec toi quelques temps, parce que je sais que cette œuvre te plaît et que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer un peu Machereau. Donc je me suis dit on peut discuter un petit peu de tout ça, puis voir peut-être quelques planches qui te plaisent particulièrement dans l'exposition. Machereau, évidemment, comme beaucoup des grands anciens de l'âge d'or de la BD, est à l'origine à la fois d'un style et toute une saga avec une prédisposition évidemment pour les animaux. Bon, en outre, il était capable de tout dessiner, puisqu'après il a créé Clifton. Et vous avez quelques exemples d'ailleurs de planches de Clifton. On voyait qu'il était très très fort aussi dans les voitures et pas seulement dans les souris et les rats. C'était un type qui avait une vraie poésie et en même temps qui a réalisé une œuvre pour ce qu'on appelle une bande dessinée vraiment jeunesse, sans pour autant prendre les enfants pour des imbéciles. C'est-à-dire que quand on regarde bien le propos de ces albums, il y avait quand même une vraie morale et il s'attaquait des fois à des choses qui finalement, en deuxième niveau de lecture, un peu comme Goscinny, était capable de toucher les adultes, c'est-à-dire qu'il pouvait parler de la richesse, des différences sociales et puis en même temps de l'injustice sociale. Je me rappelle dans Sibylline par exemple, on a des exemples types où en fait on a vraiment la sensation qu'il est en train de parler d'un monde avec des petites souris, des petits corbeaux et tout ça, mais qui en fait s'oppose à des pseudo-dictateurs qui sont des rats, qui veulent envahir le pays. Donc en fait c'était un double niveau de langage et une double lecture. Et donc ça c'est très fort. Et puis petit à petit évidemment un dessin qui finalement était très 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 clair. Donc il y avait
peu d'ombre, on en est arrivé petit à petit à un travail beaucoup plus élaboré. On le voit d'ailleurs dans ces planches, quand on voit les planches de loin, elles sont très blanches, très claires. Ouais. Et puis petit à petit, fin des années 50, début des années 60, son travail s'épaissit, commence à développer la répartition, dans le jargon on appelle ça la répartition des noirs et des blancs, avec des vraies ambiances. Et notamment, je voulais parler par exemple de Chlorophylle Jouet-Gagne, où vraiment là on a un travail exceptionnel sur une ambiance qui est très noire et blanc, c'est-à-dire une ambiance de crépusculaire, avec l'ombre qui sert à augmenter le côté dramatique finalement de la scène. Et on voit bien, hein, c'est la garde personnelle du chef de la police. Donc on est vraiment quand même déjà sur des thèmes qui peuvent apparaître, bon c'est une bande dessinée, on dirait que c'est pour les enfants et tout, mais le propos, il est quand même... c'est le diptyque sur la bombe en plus. Donc, puis voilà, donc là on voit bien le travail magnifique de Machereau, sa capacité à d'abord à donner une ambiance grâce au noir et blanc, une ambiance dramatique, avec une augmentation finalement, on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. Vous voyez par exemple le côté angoissé, là ici on voit vraiment c'est sur le personnage et si on croise l'ensemble des lignes de force, on va s'apercevoir que tout est cerné là-dessus. Le regard est vraiment guidé par cette opposition contrastée entre le noir et le blanc. Et donc, véritablement, il y a une vraie mise en scène. Et si on regarde bien, bon, on dit toujours que la BD, c'est d'abord du cinéma, hein, avant même d'être du livre. C'est simplement le livre est un support. Mais en fait, nous faisons du cinéma et on a exactement la même chose avec le système du champ contre champ. Des gros plans, on voit c'est une progression et puis tout d'un coup, là, puis le petit détail. On va comprendre que c'est pas un personnage très sympathique grâce à une dent. La petite dent qui Une sort. petite dent et ça suffit quoi. Puis on regarde, il y a une tête de mort et donc faut pas oublier que c'est un enfant de la guerre, hein, Machereau. Donc ça rappelle certaines choses. Et donc il y a un petit côté germanique, etc. Donc au travers de son œuvre qui peut sembler très, très gentillette, et de toute façon ces personnages étaient gentils, c'est un mot en désuétude malheureusement. On peut le lire quand on a 6 ans, c'est une belle aventure, avec des vrais gentils, des vrais méchants. Mais quand on est plus adulte, si on regarde, il y a un double sens de lecture, et là tout d'un coup on découvre des choses. Ce qui était d'autant plus fort que ça, c'est une œuvre qui se situe, je pense que le rouge, ça doit être dans le 60. C'est ça, 61, celle-ci. Voilà, et c'était à peu près ça, quoi. Et il utilise toutes les techniques, si on regarde bien, plan général, là un plan beaucoup plus rapproché, l'utilisation finalement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un journal, c'est vraiment du cinéma, c'est-à-dire que là on est tout à fait dans un cinéaste, un metteur en scène qui va présenter plan général, on situe la scène, on est dans une autre scène, l'ambiance, c'est quand même noir et blanc. Alors évidemment en couleur, c'est pas la même chose, hein, mais c'est toujours plus intéressant aussi de voir les planches originales en noir et blanc parce que c'est tout ce travail en amont qui va augmenter. Des fois même la couleur peut tuer le noir et blanc. Si vous avez un mauvais coloriste, mais par exemple un coloriste, si on avait eu un coloriste façon Maurice, Maurice, il aurait pu mettre simplement 2 couleurs, du rouge et du jaune, et ça suffisait. Ça se faisait beaucoup aussi chez Machereau. Voilà. Il y a un bleu là qui est juste là. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle des parallèles Maurice, Machereau, le journal, c'est typique. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez lui aussi. Alors Maurice le faisait, on l'a fait très très tôt, lui. Maurice, disons, qui a aussi été beaucoup influencé par la bande dessinée dite américaine. Maurice, qui a vécu à New York très longtemps, en fait, a ramené aussi ça, c'est-à-dire ils faisaient déjà du cinéma, les dessinateurs américains. Et il a amené ça, et il y a toute une génération qui a suivi. Je pense à Tillieu notamment, c'est typique. Oui, et évidemment Machereau, mais on peut reprendre aussi Franquin dans les derniers Spirou, on est beaucoup plus dans l'actualité. Curren sur Boiselbourg, c'est quand même des assez typique. Hortebus, Et donc on reprend aussi ces thèmes qui étaient les thèmes du polar, du film noir. Merci, je pense que c'est déjà une belle analyse de planche. Et si jamais il y a un dernier mot à dire, une actualité, une dernière recommandation, un album que tu as
particulièrement aimé ou quelque chose comme moi, ça? Je me rappelle de Sibylline avec cette petite île où le corbeau se fabriquait des ailes avec des herbes. Sibylline en danger. Voilà, ouais. Sibylline en danger qui moi, je l'avais lu. Bon, j'étais déjà presque ado, enfin oui, j'étais même ado. Dans le journal de Spirou, à l'époque, on avait le recueil de Spirou parce qu'on n'était pas abonné, on n'avait pas assez d'argent, donc on achetait une fois par an le gros recueil qui se passait entre tous les enfants. C'était comme ça à l'époque. Et c'est vrai que si j'ai un mot à dire, c'est que ce que je regrette, ce sont des maîtres du 9e art qui malheureusement tombent peu à peu dans l'oubli. Et ce que je regrette un peu, c'est sur alors je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais la jeune génération d'auteurs de BD tire un peu un trait sur tout le passé de la BD, sans se rappeler que sans ces grands artistes qui peuvent apparaître peut-être mineurs, parce que la bande dessinée aujourd'hui, tout public, c'est un peu un gros mot, eh bien, la BD d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Donc, on est comptable, et puis je pense que c'est un vrai héritage. Et Machereau fait partie des très très grands noms de la BD, qu'on oublie trop souvent. Et grâce à toi, finalement, de montrer le travail de Machereau et puis son évolution. Hein. Quand on voit Clifton, c'est Gilles Jourdan, c'est pareil. Hein, c'est le même côté, sauf que Gilles Jourdan, c'est vraiment le flic parisien. Hein. On voit les vieux films avec Jean Gabin. Et par contre, Clifton, c'est plus le côté anglais, plus Hitchcockien. Et Machereau est à l'origine de ces personnages, et ça aussi, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que je pense qu'il est toujours bon de montrer ce qu'ont fait nos prédécesseurs, ce qu'ils nous apportent pour nous, et ce qu'ils nous ont légué. Et puis, aussi un truc qui est très bête, c'est que ils ont fait la réussite et la richesse des éditeurs, et ce qui a permis de découvrir des nouveaux talents qui sont venus, et les générations d'après sont toujours débitrices finalement de tous les grands anciens qui ont permis aux éditeurs de se développer, et ces éditeurs eux-mêmes ayant les moyens de tenter l'aventure avec de nouveaux auteurs, pas forcément dans la même lignée, mais de tenter des expériences, et ça, on leur doit beaucoup. Voilà, donc c'est Machereau, on n'en parle pas assez souvent, et c'est un peu dommage. C'est pas seulement quelqu'un qui faisait des petites souris et des méchants rats, mais c'est quelque chose de plus complexe. En tout cas, on n'en parle pas souvent, mais quand on en parle, on essaye d'en parler bien. Bravo. Et merci beaucoup, et puis au plaisir. Merci. Et puis bon festival. Oui. Merci beaucoup HD d'avoir pris le temps de nous parler. Maintenant, vous allez découvrir la captation en live de la dernière visite guidée de l'exposition de Molsheim. Bon visionnage. Bienvenue au festival de Molsheim. C'est la dernière visite guidée de l'exposition Raymond Machereau. Petite question pour commencer. Qui connaît ici Raymond Machereau? L'œuvre? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Raymond Machereau, en deux mots, c'est un dessinateur animalier. Il est connu pour ses séries Chlorophylle, Sibylline. C'était son centenaire l'année dernière, donc l'exposition a été créée pour le centenaire de Raymond Machereau. Elle s'invite à Molsheim pour une deuxième étape. Deux périodes dans la vie du dessinateur de Raymond Machereau. Il y a la période Journal Tintin, avec le journal de Hergé, de Raymond Leblanc, des éditions du Lombard. Et ensuite, il va passer au journal Spirou, chez la famille Dupuis. Donc on va voir un petit peu ces différentes étapes. Je vous ai donné rendez-vous ici à la table à dessin. L'idée, c'était de reconstituer cette table à dessin. C'était une porte sur des tréteaux. Alors Machereau, c'est un dessinateur animalier, mais vraiment c'est quelqu'un qui est passionné par la nature, par les animaux. Et il vivait à la campagne, à Polleur, en Belgique, en province de Liège. Et donc, c'est un dessinateur solitaire. C'était lui qui faisait ses dessins, ses scénarios, les couleurs. On y revient sur le point des couleurs. Au fil de l'exposition, ce sont des scans des planches originales. Donc l'idée de l'expo, c'était d'aller rechercher dans les collections privées des planches originales, de les scanner en haute définition pour les présenter le plus fidèlement possible. Il y a quelques originaux, il y en a à l'étage. Petite surprise pendant l'exposition, vous verrez. Alors Raymond Machereau, il est né en 1924 à Verviers. Il commence la BD en 1952. Donc il a déjà une petite cherche avant. Il travaille à l'industrie du textile, comme beaucoup à Verviers. Il reste 3 semaines. Donc il est tout de suite dégoûté par le textile.
il fait des études de droit, il fait 1 an, 2 ans, fini. Donc très vite, il va s'orienter du côté du dessin de presse et de la bande dessinée. Et lui, c'est un passionné de Tintin, de Hergé, également de la bande dessinée américaine, on va y revenir. Et donc, il propose au journal Tintin ce projet, qui est un projet d'histoire de chevalier. Le journal Tintin trouve ça convaincant, suffisamment convaincant pour l'engager, mais il lui dit il faut que tu travailles encore un petit peu ton style, c'est pas encore ça. Donc ils le mettent à l'épreuve sur plein de petits récits courts, c'est des récits de 4 planches à chaque fois, où il essaye, il fait des petits dessins d'animation par-ci par-là. Et en fait, un jour on va lui dire si tu essayais plutôt le style humoristique, parce que ton style réaliste, c'est déjà quelque chose qui est très présent au journal Tintin, donc est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin de le développer? Et en fait, en faisant cette histoire humoristique, on se rend compte qu'il a un vrai talent pour dessiner les animaux. Les chevaux, les sangliers, enfin cette histoire c'est une sorte de relecture des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc là on se dit, ah tiens, justement, ça fait 2 ans que Hergé et l'équipe du journal Tintin cherchent un dessinateur animalier pour avoir une bande animalière plus jeunesse dans le journal. Il faut bien se rendre compte que au même moment recommence à apparaître le journal de Mickey. Le journal de Mickey, il avait été interdit pendant la guerre en Belgique, et là il commence à reparaître. Donc Hergé, ils aimeraient bien trouver un équivalent aux bandes dessinées de Walt Disney. Donc on engage Machereau là-dessus, et ça va être à la fois sa chance et sa malédiction. Sa chance parce que vraiment il va être connu comme un des plus grands dessinateurs animaliers. Sa malédiction, il ne pourra pas faire tellement grand chose d'autre. Il va y avoir des moments où il va essayer de sortir de ce carcan, et à chaque fois on le renvoie vers l'animalier, on le renvoie vers de la bande dessinée, plutôt jeune public. Les débuts, c'est Chlorophylle. Chlorophylle, du coup, ça dit peut-être quelque chose à quelques-uns, non? C'est sa bande dessinée la plus connue. Chlorophylle contre les rats noirs. Donc là, on a la chance d'avoir un scan de la couverture. On voit bien le côté un peu perfectionniste de Machereau avec ce découper encore les silhouettes réagencées pour avoir au mieux le meilleur dessin. Je pense que c'était quelqu'un d'assez perfectionniste, il refaisait, il défaisait, il y a plein d'inédits dans l'exposition parce que c'était des bouts de cases qu'il découpait, qu'il jetait, il reprenait, donc voilà. Et c'était quelqu'un qui était très appliqué. Et là on voit par exemple, j'aime beaucoup cette planche qui montre un peu la charte graphique. Il essaye tout de suite de fixer l'univers coloré, comment il va se déployer. Chlorophylle reconnaît ça tout de suite avec sa tache jaune. Et le défi de Machereau sur ses premiers chlorophylles, c'est comment représenter la nature, donc les animaux, il va dessiner des animaux qu'il observe, dans un trait qui soit quand même un trait adapté au jeune public, pas quelque chose de réaliste, un trait qui soit bondissant, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de caractère, et c'est pour ça que du coup, le chlorophylle joue un peu avec l'anthropomorphisation, c'est-à-dire donner des qualités humaines aux animaux. Et du coup, les animaux vont petit à petit se parer, vont passer de 4 pattes à 2 pattes, de 5 doigts à 4 doigts, et ils vont petit à petit se vêtir, etc. Donc ça, on aura l'occasion de le voir. Alors un mot sur cette couverture. Il faut bien se dire qu'à l'époque, les albums de bande dessinée, c'est une exception, c'est pas la norme. Quand on lit de la bande dessinée à l'époque, c'est des illustrés, c'est des journaux qui paraissent toutes les semaines, le journal Tintin c'est tous les jeudis, et donc avant même d'être des albums, ce sont des personnages d'animation dans le journal. Donc en fait il y a énormément de couvertures qui sont réalisées durant cette période, de dessins d'animation, de publicités, etc. Et la mise en album, c'est un peu la consécration pour quelques dessinateurs, parce que ça coûte cher un album, et donc du coup voilà. Un petit mot sur ce personnage-ci, je vous ai dit qu'il tentait du coup d'aller du côté de l'humain. Il a essayé à plusieurs reprises. La première reprise, c'est avec le Père Laoul. C'est un personnage de marin, un peu capitaine Haddock vieillissant. Machereau avait un grand-père qui était quasiment centenaire, qui réparait des billards à Verviers, qui avait une sorte de force assez chouette. C'était un vieux costaud, et donc du coup il a eu cette idée du marin, un peu à la Hemingway, qui vit des aventures aux 4 coins du monde. Malheureusement, il n'a eu qu'une seule aventure, puisque très vite on le réoriente vers la bande dessinée animalière. Je vais plutôt parler des bleus ici, j'aime bien parler des bleus là. Un mot sur la couleur chez Raymond Machereau, parce que c'est quand même très important cet aspect-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un bleu. En fait, quand on fait une planche,
On réalise la planche sur du papier, on la fait généralement un peu plus grande que ce qui est imprimé. Ensuite, on envoie à l'éditeur la planche qui la photocopie et il renvoie sur papier cartonné une petite feuille sur laquelle il y a des traits gris et le coloriste ou le dessinateur va pouvoir peindre, appliquer des morceaux de peinture sur ce morceau de papier. Et ensuite, une fois qu'on imprime, on a le film transparent qui viendra se superposer à la couleur. Et c'est comme ça qu'on imprimait les albums et le journal Tintin. Et donc, on a encore quelques-uns des bleus de Raymond Machereau. Et il faut savoir que les bleus, en fait, c'est sa femme Josette qui les réalisait. Ils étaient tous les deux dans l'atelier. C'est quelque chose qui ne se savait pas, on l'a su que très tardivement. Et donc, durant toute cette période du journal Tintin, c'est Josette qui réalise les couleurs. Et avec une façon de mettre en couleur qui est très originale en fait dans les années 50. C'est un moment où tout est encore à inventer. Il faut essayer de trouver un code couleur qui soit lisible sur petit format, qui soit tout de suite repérable en librairie. Et il y a des expérimentations parce que on essaye de coller au réel, mais en même temps on est en bande dessinée, donc si on peut faire un peu des mises en couleur à la Lucky Luke, c'est assez intéressant aussi. Donc Josette, elle va se lancer dans l'expérimentation de la couleur, et donc avec beaucoup de choses intéressantes. Je vous disais, ça va petit à petit du côté de l'anthropomorphisation. Et donc, petit à petit, Chlorophylle et Minimum arrivent sur l'île de Coquefredouille, dans cette aventure qui s'appelle les Croquillards. Et donc, sur cette île un peu utopiste, où les animaux vivent comme les hommes, figés à la révolution industrielle, ils sont dans des vieilles voitures, très, très provençales, on sait que c'était un peu basé sur la Corse, Coquefredouille. Et donc voilà, un récit qui va être assez mordant, dans lequel on va un peu tirer sur beaucoup de choses. La police, c'est le commissaire Bouclet, qui n'est pas le plus intelligent des personnages de Coquefredouille. Les banquiers financiers, le personnage d'Anthracite ici, qui est une sorte de docteur Mabuse, un peu de spéculateur, qui va toujours fourmenter des coups pour essayer de mettre à mal la paix civile à Coquefredouille. Et il va y avoir des attaques sur l'armée, sur la politique. On va parler de la bombe atomique, on va parler de la crise des missiles de Cuba. Donc voilà, ça va être des histoires assez chargées, avec une charge assez forte. Et justement, ça va beaucoup déplaire en fait, au journal Tintin qui, c'est pas du tout les valeurs. On est dans un journal catholique, bonnes mœurs, on dit pas de mal de la religion, on dit pas de mal des institutions. Donc ces albums-là vont créer un peu un malaise et l'éditeur va refuser de les sortir en album. Voilà, ils vont rester inédits pendant 20 ans et parce que non, Machereau, vous êtes un anarchiste, c'est pas possible, on fait pas ça. Machereau, suite à ses refus, essaye un peu de se réinventer et donc c'est là qu'intervient la deuxième tentative de personnage humain avec le personnage du colonel Clifton. On va peut-être pouvoir faire sortir la surprise. Vous pouvez remercier ce monsieur qui a décidé de nous rapporter un original de Clifton à New York. Et voilà, donc je vous l'ai sorti pour cette dernière visite. Vous êtes vraiment chanceux. Un original de Clifton à New York. Il y en a un autre là-haut, si jamais vous pouvez le voir, c'est extrêmement rare. Surtout Clifton, puisqu'il n'y a eu que 3 aventures. Alors Clifton, qui est? C'est ce personnage moustachu là, que vous voyez écouter aux fenêtres. Et ce personnage, c'est un colonel à la retraite qui mène des enquêtes un peu à la Hercule Poirot, un peu à la Sherlock Holmes. Il vit en Angleterre, donc c'est typiquement British. C'est une relecture un peu de tous les romans policiers, puisque Machereau est un fervent lecteur de la série noire, des romans policiers, de Gaston Leroux, de Edgar Wallace, de Allan Poe. Donc voilà, et il y a eu plusieurs aventures qui jouent un petit peu dans ce registre-là. Et voilà, là c'est une aventure Clifton à New York. Alors très inspiré par Tintin en Amérique, je ne sais pas si vous l'avez lu, Tintin en Amérique, il franchit une fenêtre comme ça, un grand gratte-ciel, il passe comme ça d'une fenêtre à l'autre. Et du coup, c'est une histoire de gangster, il y a une prise d'otage, et donc Clifton essaye d'être envoyé aux États-Unis. Mais ce qui intéresse surtout dans Clifton à New York, c'est l'ambiance, un peu Machereau retranscrit New York, et puis la confrontation entre le très British Clifton
et les Américains. Donc voilà, c'est un album qui est vraiment succulent à lire. Alors est-ce qu'il y a des personnages? Oui, voilà. Un amour des noms chez Machereau. Joe Spoliarski. Ça veut dire ne pas se pencher dans les trains, c'est ça, hein. Donc voilà, je trouve ça assez truculent, enfin voilà, c'est assez génial. Et ce qui est très fort aussi dans cette planche et puis dans cet épisode, c'est le rapport des noirs et blancs. Qu'est-ce qu'on met en noir, qu'est-ce qu'on met en blanc? Je vais parler de la couleur, mais ça c'est aussi une des grandes richesses de cet épisode-là. Et chez Machereau, toujours un souci de la lisibilité. Si jamais vous pouvez voir, il y a par exemple un meuble ici qu'il n'a pas ancré. Le pull du personnage était beaucoup plus détaillé, donc voilà, Machereau a un crayonné qui est plus fourni généralement que son ancrage, surtout sur cet épisode-là, et donc petit à petit il choisit qu'est-ce qu'il garde, et on pourra le voir aussi pour l'original qui est en haut de Clifton à New York, voilà, de comment essayer de rendre au plus lisible la planche. Merci du coup d'avoir eu cet original pour parler un peu de Clifton. C'était un vrai plaisir de pouvoir présenter quelque chose de vrai pendant la visite. Merci. Et il l'a vu, je lui ai montré personnellement. Oui, il l'a retrouvé après l'avoir dessiné 30 ans, 40 ans après. Ouais. On va pouvoir avancer un petit peu, une fois qu'on a fait la parenthèse de Clifton. À Clifton, il y a un truc que j'ai oublié, c'est que c'est aussi une façon de parler de voiture. Donc Clifton, il avait une MG. MGT TD, moi je suis pas un gros spécialiste de voiture, mais c'était une voiture qui avait Machereau, donc voilà, il aimait bien la représenter. Bon, les vitrines, l'idée c'était de ne pas avoir que des planches originales, donc montrer un peu des petites choses amusantes. Donc moi je me suis fait un plaisir, je pense que maman qui est là, elle doit pas toujours être très contente que j'essaye de retrouver dans toutes les versions, de toutes les langues, les épisodes de Machereau. Donc là, alors, peut-être je dis des bêtises, mais il y a du néerlandais, il y a de l'espagnol, aussi du néerlandais. Enfin voilà, il a été très traduit, Machereau. Il y a un truc que j'adore. Moi, je suis rentré en contact avec un fan croate, enfin d'ex-Yougoslavie. Les chlorophylles étaient diffusés dans Cake, qui est un journal croate, enfin yougoslave. Et du coup, il y a une vraie communauté là-bas, et ça a été traduit par... j'ai oublié le nom, mais par un grand écrivain yougoslave. Et donc du coup, la traduction de cet écrivain de Chlorophylle est considérée comme quelque chose d'assez chouette. Et puis comme je vous disais, il essaye de concurrencer Walt Disney. Il y a cette idée de lancer beaucoup de produits dérivés autour de Chlorophylle. Donc là par exemple, il y a un 45 tours des aventures de Clifton. Il y a eu des dessins animés Chlorophylle par le studio Belle Vision, avec un succès limité, mais voilà, il y a eu des tentatives en tout cas d'en faire un peu le Walt Disney européen, tentative un peu avortée. Voilà, donc là on peut passer, c'est les dernières, je vais essayer de pas être trop long, comme je vous avais promis une visite de 30 minutes, oh là là, oui, donc on va passer la fin des aventures de Chlorophylle, et on va tout de suite arriver à Chaminou. Alors, Chaminou et le Crompire, cette section est consacrée du coup à Chaminou et le Crompire. C'est un moment où, je vous disais, Machereau a eu deux périodes. Il y a eu la période journal Tintin, il y a eu la période journal Spirou. Donc en fait, Machereau va quitter le journal Tintin pour aller au journal Spirou. À l'époque, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que du coup, c'est quand même passé à la concurrence. Franquin, Hergé, voilà, c'était vraiment deux équipes différentes. Pourquoi Machereau le fait? Il le fait pour trois raisons principales. La première, c'est ces fameux albums qui sont restés inédits pendant un temps. La deuxième, c'est qu'on va décider de passer d'albums cartonnés, il y en a un là en vitrine, d'eau toilée, de beaux albums, à des albums plus bon marché, probablement moins chers pour le jeune public, des albums brochés, donc Machereau il n'aime pas trop ça non plus. Et la troisième raison, c'est que humainement, il est beaucoup plus proche de la rédaction de Spirou. Il a plein de potes là-bas, il a André Franquin, Willy Maltet, Payot, Maurice. Maurice, oui, tout à fait. Donc voilà, il va au journal Spirou et il n'a pas le droit de reprendre Chlorophylle. En fait, il ne peut pas refaire les mêmes personnages chez la concurrence. Donc il est obligé de céder tous ces personnages au Lombard. C'est pour ça que Chlorophylle, vous l'avez peut-être lu sous la plume d'autres dessinateurs, de même que Clifton, par exemple Michel Rodrigue, qui est là aujourd'hui, qui dédicace, a repris les aventures de Clifton. Donc voilà, il y a eu d'autres dessinateurs qui se sont emparés de ces personnages, parce que c'est Machereau qui a légué ces personnages en quittant le journal Tintin. Donc arrivé à Spirou, c'était un challenge, il fallait tout recommencer à zéro, et donc Machereau a passé des mois à façonner
Chaminou et cette première histoire, avec une certaine inquiétude, une certaine angoisse, qu'on mesure dès la première planche. C'est une première planche qui est absolument géniale, pas facile de la voir. Il y a l'original en haut pour aller voir l'original en haut. C'est Chaminou qui vient lui-même se présenter au public. Ça, dans une BD à l'époque, c'est assez culotté, quoi. C'est quelque chose qui se faisait pas. Bonjour, je suis Chaminou, le chat détective avec qui vous avez vivre. Et dès la première planche, il y a une gaffe, il est venu en chaussons, donc il repart en coulisses, se rechanger, reprendre des vraies chaussures. Donc voilà. Ce truc du personnage qui arrive, qui a un peu le trac, c'est vraiment Machereau qui se présente au nouveau lecteur, qui dit bon voilà, je me suis pas très à l'aise, j'espère que ça va rouler, etc. Et ça va pas rouler du tout. C'est un échec, déjà ses collègues ne comprennent pas du tout ce qu'il fait, les lecteurs ne suivent pas du tout, et l'éditeur est en train de lui dire mais en fait on n'a pas du tout signé pour ça, en fait monsieur Machereau. Il refait un récit un peu méchant de carnivore. On se retrouve sur une île qui s'appelle la Zolande, où il y a un carnivore qui est lâché, et en fait le carnivore lâché est un peu une fausse piste, puisque le vrai méchant, le vrai carnivore qui va troubler l'ordre public, c'est le gouverneur, le fameux Krumsblot, le grand méchant loup, littéralement, puisque c'est un loup. Et donc voilà, c'est une histoire un peu méchante avec ces carnivores qui se languissent de comment ils vont découper tel animal pour le boulotter, donc ça ne passe pas dans le journal Spirou, c'est un journal destiné à la jeunesse, etc. On ne parle pas d'animaux qui se mangent entre eux, la police encore une fois qui est complètement ridiculisée, et même Chaminou, notre détective qui est de la police secrète royale, la PSR, en fait il résout l'affaire par hasard. C'est un héros qui est complètement passif. Là on voit sur la couverture, il se balade, il ne voit même pas le gros carnivore qui passe derrière lui. Donc il y a cette volonté de se moquer un peu des héros de romans policiers et des romans feuilletons de l'époque. Il y a beaucoup de fions qui sont envoyés à James Bond par exemple. On est au début des années 60, c'est le boom des romans d'Ian Fleming. Ce méchant qui a une base avec des requins, etc., des passages secrets, là il attaque James Bond en règle. Enfin voilà, chez Machereau il y a toujours cette dimension de lire ce qui se fait à peu près au même moment et de réagir, commenter, se moquer. Voilà. Chaminou aujourd'hui ça a été très réhabilité. Beaucoup d'auteurs trouvent que c'est un chef-d'œuvre du 9e art. Black Sad, certains connaissent peut-être Black Sad, le chat, non? Petite personne. Bon voilà, il y a des héritiers, il y a des gens qui ont repris des choses comme Chaminou. Et quand on voit un succès, par exemple comme celui de Zootopie, le dessin animé de Disney, bon voilà, on se dit que voilà, c'était peut-être une œuvre qui n'était pas arrivée au bon moment. Mais voilà, ça ne marche pas, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? La réponse, elle est en face. Voilà, on va aller voir là-haut. Alors, la fois 10 euros, c'est beau et c'est pas. Ça va, je suis pas trop long, vous me dites si j'accélère. Bon bah c'est parfait, génial. Alors, comme Machereau ne peut pas faire son Chaminou, il ne peut pas faire un Chaminou numéro 2, etc. Ça a été un échec. On lui propose de se lancer dans une série beaucoup plus jeune public, beaucoup plus gentille, beaucoup plus poétique. Et du coup, il va dégainer Sibylline. C'est un couple de petites souris, Sibylline. Alors Sibylline, ça vient de Sibyllin. Sibyllin, c'est quelque chose d'un peu énigmatique, et donc du coup, voilà, Sibylline, c'est un personnage qui réagit un peu au quart de tour, qui va par là, qui va par là, enfin bon, voilà. Et son mari, c'est Taboum. Alors Taboum, pourquoi il s'appelle Taboum? Parce qu'il est très amoureux de Sibylline, et Taboum. Je vous disais, le jeu sur les prénoms, les mots, etc. Et par exemple, le chat avec qui il se bagarre dans les premières aventures, c'est un chat qui n'a pas très envie de sortir, qui n'a pas très envie de chasser les souris, et donc il s'appelle Pantoufle. Voilà. Donc toujours beaucoup d'humour dans les noms et les univers de Machereau. Sibylline, c'est un personnage qui est très attachant, qui est très drôle. C'est aussi un petit coup de pied dans la fourmilière dans le journal Spirou de 1965. C'est un journal où il n'y a pas d'héroïne encore. On est avant Natacha, on est avant Yoko Tsuno, et pour des raisons de ne pas troubler le jeune lecteur, on ne représente pas de femmes dans des rôles importants, etc. Il y a des femmes dans la bande dessinée franco-belge, c'est des gamines, des Calamity Jane et des personnes âgées, donc des sorcières par exemple comme dans Jean et Pierre-Louis. Voilà, donc c'est un peu un premier pied dans la porte qui passe parce qu'en fait la physionomie de Sibylline ne renvoie pas du tout à un personnage féminin adulte.
Donc du coup ça permet comme ça d'engager narrativement une histoire où c'est la femme qui résout un peu les choses, quoi. C'est elle qui va sauver Taboum, c'est elle qui se bat contre les rats noirs. Voilà, donc c'est vraiment Sibylline qui est le moteur de ses propres aventures. Et ça fait plaisir en 1965. Alors on va avancer un petit peu. Alors, il y a toute une galerie de personnages très amusants qui est recréée dans ce nouvel univers qui s'appelle le Bosquet Joyeux. Bon, alors, toujours l'amour de la police, on a le brigadier, qui est toujours un hérisson, qui, bon, bah, comme c'est un grand chef de la police, il s'est fait un petit chapeau, comme ça, un pliage, un petit bateau. Donc le brigadier s'appelle le brigadier Verboten. Voilà, parce que Verboten, c'est interdit en allemand. Et puis son copain, le corbeau marchand, brocanteur, qui sait bien gérer les affaires, comment il peut s'appeler? Flouzemaker. Voilà, il fait du flouze, quoi. Donc voilà, Sibylline, c'est assez très sympa aussi pour toute cette galerie de personnages qui est créée autour de la petite souris. Et puis on est sur un modèle qui est assez proche de Chlorophylle. Les rats les attaquent, il y a la résistance qui s'organise, il y a des histoires avec des animaux, il y a un animal qui arrive, bon qu'est-ce qui va se passer du coup dans le Bosquet Joyeux. Et tout ça donne lieu à plein d'illustrations très jolies. On en parlera peut-être au-dessus si jamais vous avez le courage d'aller voir des originaux. Machereau se lance à ce moment-ci aussi dans l'album jeunesse. Il y a 2 beaux albums qui sont réalisés dans la collection du Carrousel. Ce sont des albums à l'italienne où il réalise en couleur directe des petites histoires mignonnes de Sibylline, etc. Voilà, on peut avancer un petit peu. C'est la dernière visite, donc on va montrer plein de choses super. Je pique des BD chez le libraire d'occasion, c'est génial. Alors, Chlorophylle contre les rats noirs, donc vous avez vu la couverture tout à l'heure. Je vous disais, les très beaux albums du journal Tintin, toilés. Alors voilà, les Blake et Mortimer, Jacques Martin, Lefranc, Cuvelier, Van der Steen, Funken de Mort, Tibet, Cranals, voilà. Donc de très beaux albums que les enfants recevaient pour la Saint-Nicolas. Et quand il arrive du coup chez Dupuis, voilà les premières aventures de Sibylline, vous avez vu peut-être la couverture, l'original qui était juste derrière. Et voilà. Et c'est assez génial les albums, parce qu'il faut jouer avec ce personnage qui fait de la réclame. Et il y a encore ces albums-là. Et puis, moi je suis l'affreux anathème, vous aurez le plaisir de faire ma connaissance dans le prochain album des aventures de Sibylline. Et encore une fois, il y a tout un jeu sur la page de garde, elle est là-bas aussi. Voilà, on personnalise pour chaque album. Il y a un vrai travail de maquettiste en fait à l'époque, il faut tout créer quand on fait un album, donc il n'y a pas encore de standard, donc voilà, il faut faire la page de titre. Enfin, tout ça, ça nous semble un peu évident aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait inventer toutes ces formes pour créer l'album, et notamment dans les... Voilà, il y a toutes ces petites vignettes, tous ces petits personnages qui rappellent le... Voilà, je ne sais plus où on en était, on va avancer un petit peu parce que je ne veux pas non plus vous bloquer trop longtemps. C'est jamais drôle de parler de la dépression de Raymond Machereau, mais c'est quelqu'un qui avait un tempérament d'anxieux, d'inquiet, et ses échecs répétés, ses histoires qui ne plaisent pas, le succès qui tarde à venir, vont avoir raison de lui en fait au tournant des années 70. Il rentre dans une grave dépression qui va durer 5-6 ans, et c'est une période dans le dessin qui est pas évidente parce que du coup il faut continuer à dessiner parce que c'est son gagne-pain. Et en même temps, comme il doit se soigner avec des médicaments, il n'arrive plus aussi bien à dessiner, il n'a plus autant d'imagination. Donc c'est des périodes compliquées pour Machereau, la période de la dépression. Et donc il y a à ce moment-là des scénaristes qui vont lui donner un petit coup de main. Il y a Paul Deliège qui est le créateur des Crostons et de Bobo, si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui va lui faire des scénarios pour Sibylline. C'est aussi le moment où il lance le jeune Raoul Cauvin, qui a fait Les Tuniques Bleues, Cédric, ça vous dit quelque chose? Donc Raoul Cauvin, à l'époque, c'est personne, il est au studio du journal, c'est lui qui balaye à l'imprimerie, c'est lui qui fait le lettrage, donc il a fait des dessins animés aussi, je crois, des choses comme ça, et il aimerait bien lancer ses premiers scénarios, et il n'y a que quelques auteurs qui lui font confiance au tournant de cette année 70, et Machereau lui dit ouais, je veux bien, avec mon nom, la BD elle va peut-être se vendre plus que sur ton nom à toi, donc voilà, il y a cette histoire de Mirliton, le chat, encore un chat un peu pantouflard à la Garfield, et il y aura une trentaine d'histoires de Mirliton, des histoires courtes de 4 planches. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous dis, c'est un journal, il faut être présent régulièrement dans l'hebdomadaire, donc je sais pas, il y avait 4, 5, 6 histoires de Mirliton par an, pour comme ça que le lecteur ait toujours quelque chose
à voir. Et c'était probablement moins fatigant pour Machereau de faire des petites histoires courtes pendant cette période que de se lancer dans des grands récits à suivre qui sont toujours plus fatigants pour un dessinateur. J'aime bien cette planche pour se rendre compte un peu du côté de l'état d'esprit de Machereau. Parce que c'est la fin d'une histoire qui s'appelle Sibylline et les cravates noires. Et donc on a un règlement de compte des méchants. Et le méchant, c'est cette Buse. Cette Buse qui a une fameuse cravate noire, puisque les méchants sont toujours très bien habillés chez Machereau. Et elle va être réduite en cendres dans un avion de chasse qui arrive soudainement. Elle passe dans le réacteur, elle ressort en forme de petit poulet grillé comme dans un dessin animé des Looney Tunes. Donc il y a à la fois le côté drôle, c'est amusant, c'est une péripétie marrante, et à la fois quelque chose de vraiment angoissant, cette case-là de l'oiseau qui se fait déchiqueter, consumé dans le réacteur de l'avion. On aurait très bien pu, le gag aurait très bien pu fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est le côté un peu, on s'amuse, c'est poétique, c'est gentil, mais de temps en temps il y a des petits sursauts. Et au niveau de sursaut, Machereau du coup est un peu guéri en 77, et donc il se dit qu'est-ce que j'aimerais faire vis-à-vis de mon univers pour cette dernière période. Alors il y a déjà une tentative dans ce qui s'appelle le trombone illustré. Est-ce que vous voyez ce que c'est le trombone illustré? Pas du tout. C'était un supplément du journal Spirou dans lequel les auteurs avaient carte blanche. C'était Franquin et Delporte, Franquin l'auteur de Gaston Lagaffe, qui du coup faisaient des petites choses plus adultes, plus mordantes, c'est un peu fluide glacial avant l'heure par exemple. Et donc Machereau il avait prévu une bande dessinée sur la Première Guerre mondiale pour cette revue. Il y en a des petits restes sur la table à dessin. Malheureusement, le trombone ne va pas durer assez longtemps, donc les planches ne seront jamais publiées. Elles sont aujourd'hui complètement dispersées, donc l'histoire est illisible. Et donc il se dit, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à Sibylline, parce que Sibylline c'est mon personnage qui vend. Les albums sont réédités, donc il faut bien faire quelque chose. Mais j'ai envie d'emmener tout ça ailleurs. Donc il va faire le hold-up un peu, il va prendre Sibylline et il va emmener l'histoire dans une tonalité complètement différente. Et faire un virage à 90 degrés en plein milieu d'une série à suivre, c'est quelque chose d'un peu suicidaire en bande dessinée, surtout à l'époque, avec ce modèle des albums qui doivent se vendre avec un public régulier. Les Lucky Luke, ils se ressemblent tous, voilà, on avance petit à petit dans les Lucky Luke. Là, Sibylline, on passe d'un univers gentillet, proche de la nature, à un univers de contes, avec des fantômes, des démons, des vampires. On est très proche des contes de Grimm. Machereau, il disait, quand on lui disait quels sont les films qui vous ont marqué, il y a Blanche-Neige et les Sept Nains, qu'il a vu dans les années 30, et les arbres qui s'animent, cette ambiance des contes de Grimm, etc., qui l'a vraiment marqué. Il y a La Nuit du Chasseur, j'ai oublié le nom, de l'automne, et La Nuit du Chasseur, c'est un tueur qui arrive et qui va essayer de pourchasser des enfants pour trouver un magot. Et il y a je ne sais pas si vous voyez ce film, mais du coup ils sont dans un étang avec des lumières un peu étranges. C'est un film qui est assez surréaliste. Et il aimait beaucoup les films japonais, Kurosawa, etc. Et donc du coup c'est un peu ce qui va ressortir un peu dans cette dernière période, qui va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus hanté graphiquement, avec un graphisme qui va beaucoup évoluer et qui va beaucoup plus se rapprocher de la bande dessinée américaine. Voilà, donc on peut peut-être voir des choses. Là par exemple on retrouve notre fameux Flouzemaker aux prises avec un vampire, avec ses petites ailes. Le vampire, je sais que vous aimez bien les noms chez Machereau, il s'appelle Bureaucrate. Voilà, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus vampire qu'un bureaucrate? Et il aime les tartes, donc c'est un tartophage. Donc voilà, en fait, il aime pas, il suce pas le sang, il veut juste des tartes. Donc quelque chose de très effrayant, tout de suite désamorcé par quelque chose de complètement absurde et complètement du non-sens, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, enfin voilà. Et il y a, quand je vous disais qu'il se réinvente un peu graphiquement, il y a une façon de représenter les noirs et blancs, de montrer par exemple, je ne sais pas si vous voyez les silhouettes, là on parlait de Clifton à New York tout à l'heure avec ses comment rendre un paysage très lisible, etc. Là, ce qui compte dans cette case, c'est le cri du vampire, le oh ouh. Donc du coup, les sapins, on les fait vite fait quoi. On est dans de la bande dessinée très rapide, très expressive. Là, on veut montrer la peur de Flouzemaker au milieu de ces sapins. Donc les sapins, ça doit être des silhouettes noires dessinées directement. Donc voilà, il y a tout un vocabulaire du noir et blanc qui se réinvente à ce moment-là et qui est assez fort. Et puis quelque chose de très sensible aussi, puisque Machereau, c'est quelqu'un qui vit au rythme des saisons, il est perdu dans la nature, je vous disais. Donc du coup, la neige, l'automne, le printemps, les hirondelles, ça c'est des choses qui lui parlent. Donc c'est des choses qu'il va mettre en scène dans ses planches
avec la neige qui est tombée, donc il faut retrouver, les animaux doivent trouver un abri, etc. L'orage arrive, donc l'orage, il faut rentrer, enfin il y a une histoire avec des inondations, donc voilà. Ça c'est je vous laisse avancer. C'est la dernière partie de l'œuvre de Machereau, c'est la moins connue, c'est la moins aimée, pour ses choix graphiques, pour ses choix de narration, parce que c'est un cycle entier, il faut vraiment les lire dans l'ordre, et tous les épisodes, parce que sinon si on en loupe un, on peut ne pas comprendre certaines choses. Donc c'est un truc de cycle aujourd'hui qui en BD est assez classique, quoi. Ça viendrait à l'esprit de personne de prendre le tome 3 de la quête de l'oiseau du temps en premier par exemple. Donc il y a cette idée de... Je suis pas en train de comparer Loisel à Machereau, hein, mais du coup il y a cette idée d'investissement du lecteur pour rentrer dans cet univers, suivre ces personnages, suivre cette galerie de personnages, ce carnaval de personnages au fil des aventures. Donc voilà, ça a perdu beaucoup de monde, c'était incompatible avec le système d'albums de l'époque, si bien qu'à partir de cette histoire, les éditions Dupuis vont dire non, on arrête d'éditer les albums. C'est un moment en plus où la maison familiale Dupuis est rachetée, donc voilà. Donc toutes les dernières histoires de Sibylline, il y a 14 histoires qui resteront inédites jusqu'à la publication en intégrale. Et voilà, c'est peut-être une histoire un peu, une dernière partie de l'œuvre de Machereau un peu à redécouvrir. Et je vous inviterai, pour finir, sur deux choses. Pensez à regarder ce document merveilleux qui est un film dans l'atelier de Machereau, un film de 2 minutes muet, où on le voit qu'il travaille à son atelier. C'est assez génial, c'est très rare puisque Machereau ne venait pas en festival, il n'était pas reçu par des journalistes, etc. Donc il y a très peu d'images filmées de Machereau. Et dernière chose importante, si vous avez le temps, on ira peut-être les voir ensemble. Il y a des originaux là-haut, ça vaut le coup d'aller les voir, donc voilà. Bah voilà, je vous libère si mon demi-heure est écoulée. Et s'il y a des questions, je peux répondre à des questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon festival, profitez bien de la fin du festival de Molsheim. Merci. Merci à vous. Bah ouais, on va voir les originaux si jamais il y a des gens. Un truc génial ici à Molsheim, c'est que on s'est posé des questions jusqu'au dernier moment sur est-ce qu'on allait avoir des originaux ou pas. Parce que bien sûr, ces pièces aujourd'hui, elles ont de la valeur sur le marché. Donc du coup, il fallait pouvoir les assurer, il fallait pouvoir les montrer de façon sécurisée. Donc jusqu'au dernier moment, c'était pas certain, on ne savait pas combien d'originaux on allait pouvoir montrer, etc. On est très content parce qu'on a eu la fourchette haute. On a une douzaine d'originaux de Machereau qui sont présentés. On a un peu toutes les périodes. Donc globalement, je vais pouvoir redire la même chose que tout à l'heure. Mais c'est vraiment profiter de voir. C'est des choses qui ont pour la plupart jamais été exposées. Donc ça vaut le coup de venir voir ce dessin. Ça c'est les débuts de Machereau quand il fait encore du dessin de presse. Je vous ai parlé de ce marin, là, le père Laoul, qui allait vivre des aventures en mer avec des requins. Bah, ça c'est la première version de ce personnage. Il avait imaginé comme ça des strips assez longs, hein, des 50 cm quand même, hein, avec un trait, des nez pointus, quelque chose d'assez... Encore une fois, on en reparle du traitement du noir et blanc chez Machereau. Donc voilà, ça c'est avant qu'il s'attaque vraiment à la bande dessinée. Je vous ai parlé du travail de coloriste de sa femme Josette. Ici, on a la chance d'avoir un magnifique bleu de chlorophylle contre les rats noirs. Une séquence assez mythique dont les lecteurs se souviennent, c'est chlorophylle qui rencontre la vipère, une vipère dans un terrier. Et en fait, il pense que c'est un pneu. Donc il y a ce pneu qui bouche le passage, et en fait, il va tomber face à face à une vipère. Et donc c'est une séquence assez culte de chlorophylle contre les rats noirs. Et on voit bien les expérimentations de Josette. Alors, Josette, elle n'a pas de formation de coloriste, hein. Vraiment, elle se lance là-dedans. Elle était dans le textile, elle aussi. Donc, ils se lancent là-dedans, ils essayent des choses. Et je pense que c'est ce qui leur a permis d'avoir un œil un peu neuf sur la façon de colorier. Et par exemple, elle est dans l'eau. La nuit est d'un bleu profond. Et puis dans l'eau, on rajoute un réau bleu pour montrer que voilà, elle est dans l'eau. Donc il y a toute une volonté d'essayer de retrouver des atmosphères, etc., qui est assez neuf pour Machereau et pour la bande dessinée, etc. Voilà du coup pour Chlorophylle. Je vous ai montré tout à l'heure une planche de Clifton. En voilà une autre du même album, Clifton à New York. On a vraiment de la chance parce que, comme je vous disais, les albums de Clifton, il n'y en a que 3 de Machereau. Celui-ci, c'est souvent le plus aimé, Clifton à New York. Et le premier album, toutes les planches ont disparu. On ne sait pas où elles sont, donc vraiment, d'avoir des planches de Clifton, c'est vraiment une occasion géniale. Donc, je vous disais, là,
la lisibilité, le décor. Vous vous approcherez, vous verrez, il y avait plein de petites fenêtres qui étaient dessinées sur ce gratte-ciel et qu'il n'a pas gardé parce que bon, on fait une silhouette, on reconnaît tout de suite le gratte-ciel. Et puis bon, avec cet hélicoptère qui arrive, qui vient poser Clifton sur le toit d'un hôtel. Alors il y a des échos quand même à des monuments qui existent. Alors j'ai oublié le nom de ce monument, mais c'est un monument qui existe, Art déco, qui existe vraiment à New York. Et puis un travail de la silhouette encore qui est assez génial. Plutôt que de dessiner en détail tous les personnages qui passent derrière, une rangée de personnages noirs et puis une rangée de personnages blancs un peu à la linéa, quoi. Quelque chose d'un peu chouette, quoi. Cette planche-là de Chlorophylle à la rescousse, qui est le dernier Chlorophylle, le journal Tintin, elle me plaît aussi graphiquement beaucoup. Il y a un traitement du noir et blanc, alors je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais j'ai l'impression qu'il y a de la gouache blanche et qu'il y a énormément de blanc de la planche qui est en fait rajouté, par exemple le clac du périscope et les traits du chapeau, j'ai l'impression que c'est de la peinture blanche qui est refaite. Le nœud du papillon, c'est pareil, c'est de la peinture blanche. Le casque, enfin voilà, il y a une façon de faire réémerger le blanc dans le noir qui est assez forte. Et du coup, c'est cet épisode qui parle de la guerre. L'idée, c'est que il y a un président qui est en visite à Coq-Fredouille, qui se prend un morceau de tarte dans la figure en pleine visite, et du coup, il décide de déclarer la guerre à Coq-Fredouille. Alors moi, j'étais persuadé, quand j'ai vu ça, parce que je ne lis pas dans le contexte, que c'était une relecture de JFK. Et en fait, non, c'était bien avant JFK, c'est plus une relecture de la guerre des missiles à Cuba. Et puisque du coup, c'est comment à un moment le monde a failli s'armer et a failli nous envoyer tous dans le mur. Donc voilà, c'est comment cette guerre elle se monte. Et en fait, les vrais méchants, c'est aucun des deux camps, ce sont les trafiquants d'armes qui profitent et qui font monter le conflit des deux côtés pour vendre des armes. Donc, voilà, c'est un récit qui est assez intéressant aussi. Chaminou, on a parlé de cette planche. Chaminou aussi, c'est génial d'avoir des planches parce que voilà, et comme il n'y a eu qu'un seul album aussi, c'est très rare de voir des planches de Chaminou. On en a deux. Ces deux-là n'ont jamais été montrés au public parce qu'en fait, ce sont des passionnés qui, dans le festival. Moi, si j'ai été invité ici, c'est parce que les gens du festival sont passionnés de Machereau. Et donc, du coup, ils étaient allés rencontrer Machereau dans les années 80 et ils avaient récupéré des planches à cette occasion. Et donc, du coup, elles étaient restées dans leur collection privée, elles n'avaient jamais été montrées. Donc, voilà, quand je suis venu ici, ils m'ont dit non seulement tu peux venir ici, mais en plus, on pourrait peut-être montrer les planches qui étaient restées comme ça. Donc, voilà, ça fait partie de tout ce travail un peu patrimonial, moi, qui me pousse un peu à travailler sur Machereau, à le montrer, parce que plus on en montre, plus on retrouve des choses, plus il y a des gens qui disent attendez, mais moi j'ai ça. Et c'est important de repartir des originaux, de relocaliser les originaux pour restaurer son œuvre, mieux comprendre son œuvre et la faire vivre en fait, tout simplement. Ah oui, je vous ai parlé des albums jeunesse, de ces albums qu'il avait tenté en peinture directe de Sibylline. Donc ça c'est une illustration du gâteau de Sibylline, voilà, en couleur directe. Et ça se casse un peu la figure, c'est la fin du festival, une gouache en peinture naïve. Machereau, je ne vous l'ai pas dit, à la base il voulait être peintre avant d'être dessinateur et il a peint pendant toute sa vie. C'est une œuvre qu'on ne connaît pas du tout, jamais exposée, il offrait à ses amis, il offrait à sa famille, donc c'est quelque chose qu'on découvrait uniquement quand on allait chez Raymond Machereau. Donc c'est une surprise pour la plupart des gens. Et voilà, c'est tout un travail sur la peinture. Machereau c'était un passionné de peinture, il adorait Paul Klee par exemple, Chagall. Enfin voilà, dès qu'on le lançait sur la bande dessinée, il était en mode oh la bande dessinée, j'ai pas très envie d'en parler, etc. Dès qu'on le lançait sur la peinture, par contre, tout de suite, ça partait. Et là je vous disais, voilà, c'est alors vous reconnaissez certaines planches que vous avez vues en bas en facsimilé, mais là c'est les originaux. Et c'est la fameuse histoire de l'Anthrax le vampire, le moment où se réinvente un peu graphiquement pour la période fantastique. On a souvent dit, il dessine plus vite, c'est moins intéressant, etc. Là, il y a quand même toujours le perfectionnisme qui est là, parce que ça, c'est une maquette pour la couverture, c'est pas la couverture définitive. Elle aurait pu être utilisée pour la couverture définitive, mais non. Une maquette, une nouvelle couleur, voilà. Donc il était toujours attentif à comment on allait présenter son œuvre. Et là, on a deux autres planches de la période fantastique. Je ne vous ai pas parlé de ce personnage qui justement est inspiré de La Nuit du Chasseur, qui s'appelle Croque-Monsieur.
et il a un grand couteau et lui pour le coup ça va être vraiment un vilain de la dernière période, il va vraiment zigouiller des personnages dans les histoires et voilà là il est en hiver, c'est l'hiver, il est en embuscade, les gens ne sortent plus par ce froid, ils sont chez eux bien au chaud à grignoter des noisettes et nous les mangeurs de viande on peut mourir de faim, c'est honteux, ouais. Ce soir on devrait encore se taper des pommes de pain bouillies, il y a plus de justice. Bon voilà le côté un peu mordant. Et puis encore une fois, un travail du noir et blanc avec ce noir, avec ses petites griffures, ses élixirs qui se préparent. Quand je vous disais toujours jusqu'au bout, il continue à être attentif à ce qu'il fait. Vous le voyez peut-être pas, mais là c'est une case qui est découpée, qui a été recollée sur l'original. Et en fait, vous ne verrez pas parce que l'original est accroché, mais si on soulève ça, il y a encore une autre case derrière qu'il a abandonnée. Ici, des indications de couleur. Guzu devient vert, des pieds à la tête, il restera cheveux rouges, etc. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut qu'on retrouve les originaux, parce que c'est des documents importants pour comprendre comment ils travaillaient, comment ils donnaient des indications, etc. Et puis là, on change d'auteur. Je vous ai parlé de Clifton, le colonel Clifton, à moustache, etc. Et comme Michel Rodrigue est là, est-ce qu'il est encore là? Oui, je vois qu'il est là. Du coup, on lui a demandé si on pouvait récupérer des planches de ces Clifton à lui. Donc voilà comment Michel Rodrigue a relu ce personnage créé par Machereau. Donc Michel Rodrigue, contrairement à Machereau, a gardé toutes ses planches. Donc c'est assez génial de pouvoir les découvrir et de pouvoir les découvrir en regard de l'œuvre de Machereau. Et puis en bas, on termine sur un hommage de Claude Duc et Laurent Cagnat, qui avaient fait une bande dessinée très inspirée par Machereau qui s'appelle le Kitschy Boys. Et donc ils ont voulu inventer la rencontre entre leur univers et les personnages de Machereau. Et c'est un peu cette idée du festival, c'est-à-dire qu'il y a du patrimoine. Moi je propose un volet plus patrimonial, de la BD ancienne, l'auteur est décédé, et qui continue de dialoguer avec des dessinateurs qui sont encore là, qui lisent encore ces bandes dessinées. Et donc voilà, ce dernier pan, c'est un peu comment on ouvre sur de la bande dessinée vivante et sur les auteurs qui sont là et qui sont ravis de reprendre et de continuer ce que d'autres font. Voilà, j'ai vraiment plus rien à dire, donc j'espère que ça vous a plu et voilà. Je devrais toucher une commission sur les albums de Machereau vendus suite au visite, mais malheureusement c'est pas le cas. Voilà. Et bonne journée, profitez bien de la dernière heure si vous voulez dédicacer des choses et tout, profitez bien du festival. Voilà, c'est terminé pour moi. Je profite de ces dernières minutes pour adresser quelques remerciements plus personnels. À Jeanne, ma scénographe sur ces 2 étapes, qui s'est démenée pour retranscrire l'univers pétillant de Raymond Machereau, notamment à travers ses fleurs et végétaux en papier, absolument magnifiques. À Sandrine et Franck pour leur accueil chaleureux, à la hauteur de la légendaire hospitalité alsacienne. À Claude pour l'organisation impeccable de ce festival et pour s'être battu afin que des originaux puissent être présentés au public. À toutes celles et ceux qui m'ont aidé à monter et démonter les expositions dans un temps record, les 2 Jean-Louis, son petit-fils Martin, Grégory, ainsi que tous les membres de l'association La Banda. Tous les auteurs et les personnes que j'ai rencontrées ou retrouvées à l'occasion de cet événement mémorable, et à celles et ceux qui ont suivi avec intérêt mes nombreuses visites guidées tout au long du week-end. À tous les collectionneurs, prêteurs et passionnés, qu'ils aient souhaité rester anonymes ou non, avec une pensée toute particulière pour Françoise et Jackie. À Claire, Jeanne, Franck et Jean-Louis qui se sont improvisés cadreurs et caméramens durant toute la durée du festival. À Cédric, Bertrand, Fabien, Dany, Marc-André et David, dont le soutien a été précieux tout au long de l'organisation de cet événement. En attendant, peut-être, une prochaine étape de l'exposition Machereau, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année.